Imaginez une scène en fait. Derrida invité aux États-Unis pour donner des séminaires. Alors il y a des professeurs qui suivent comme responsables, sûrement, et bien sûr des étudiants. Et ils sont étonnés de sa manière de problématiser les choses dans la philosophie qui ne sont pas du tout un problème pour eux parce que ils jugent que Jacques Derrida ne connaissait pas assez la philosophie anglo-saxonne et c'est pour ça que par cette manque de connaissances, il a cru que ce genre de questions continuent encore dans la philosophie. Voilà, le niveau de discours, c'est là. C'est hier soir que j'ai lu ça dans une citation de Stiglitz, enfin. L'état général des États-Unis concernant un invité européen, c'est ça. Il ne connaît pas, donc il parle d'autre chose. Et nous avons résolu tous les problèmes de la philosophie. Il faut qu'il nous lise. Alors, ce qu'il problématise, c'est une... Ils ne disent pas en fait, mais voilà. il se fait des cas, donc il s'inquiète pour rien. Derrida, il fait une philosophie qui est déjà des problèmes qui sont déjà résolus. Voilà la tonalité de la parole. C'est intéressant. Donc, par manque de connaissances, on souffle et on souffle et on fait de longs détours et on explicite le problème. C'est intéressant. Comme s'il y avait dans la philosophie un certain nombre de problèmes non résolus. Et la philosophie se résumait à tout cela qui n'est pas résolu dans son propre histoire, dans ses propres limitations qui est tracée par qui, et qu'est-ce que la philosophie, et qu'est-ce qu'un problème, et est-ce que la philosophie se rajoute un problème déjà posé par un autre philosophe, et rajoute, qu'est-ce que ça veut dire résoudre? Quel rapport avec des constructions? Rien, tout simplement. Complètement à côté de la plaque. Et ils disent en plus d'une tonne hautaine, franchement, et bien sûr pour leurs étudiants, il ne faut pas qu'ils suivent ce genre de cours, qu'ils restent dans la philosophie blanc, oui, anglo-saxon. Les Anglais aussi sont anglo-saxons, hein, à Oxford, il est beaucoup mieux accueilli quand même. Parce qu'il y a un genre à Oxford qui finalement, on peut prétendre que personne ne l'a pas dit, mais qui aura pu engendrer un type de philosophie comme Derrida. Et on attendait cela en fait. Il y avait une discussion à Oxford, n'est-ce pas, Whitehead, Russell, avec la participation de Wittgenstein, donc un autre étranger. Alors, Derrida aussi, on peut le considérer dans cette chaîne. Au moins, en ce qui concerne des limitations du savoir, connaissance et du sens bien sûr, de maîtrise du sens et avoir ou pas le sens, ayant été du sens ou conjecture. Donc ça laisse problème de et tout. Oui, c'est le premier Derrida qui était déterminant, bien sûr. Son rapport avec Austin, n'est-ce pas, how to... quand dire, c'est faire, n'est-ce pas? Tout Derrida peut être, comme au moins point de départ et de développement, peut se comprendre à partir de ce renvoi à ce livre de Austin qui a beaucoup défendu contre ça. N'oublions pas le point crucial avec les anglo-saxons, c'est ça. Et il y a des autres problèmes entre eux, et logique formelle, logique transcendantale, etc. Mais c'est une discussion
pour tout le monde. C'est pas spécifiquement un problème partiel de la déconstruction qui va résoudre, non. Bon, dès lors, je change la formule. Au lieu de dire je me disais, en commencement, je dirais. Une certaine ipséité qui n'est que moi me disait, personnellement, me disait que, voilà, un changement de formule. Alors, ceci me disait que, avec l'invention du monothéisme, c'est bien ou c'est mal, bon gré, mal gré, il y a un changement le plus radical, c'est ce Dieu devenu monolithique, mono, comme monomanie dans psychanalyse et psychiatrie. Et il est devenu ultra jaloux. Zeus, il était déjà jaloux, mais ultra anthropomorphique, contrairement à ce qu'on entend. Donc, un dieu qui a une monomanie est hypertrophié dans l'anthropocentricisme au niveau des affects, mauvais affects, qui lui fait mal avant tout. Il est jaloux des autres divinités, non pas d'autres dieux, il reste seul Dieu, mais il ne supporte pas même les petites divinités. C'est ça qui est grave. Il y a un certain nombre d'anges, oui, Gabriel, etc. Mais la présence divine qui était assurée parthès, extra parthès, ou dans des zones spéciaux, dans la temporalité spéciaux, ici-bas, c'est disparu. Le monde est vide. C'est ça. Même s'il y a des signes encore, on les étouffe, on les refoule. C'est ça. Le premier commandement du monothéisme, c'est faire cette grande guerre contre les petites divinités et faire refouler, participer à la révolution. Refoulement des divinités. Dieu, tout-puissant, monolithique, nous utilise à ce Dasein, non pas en ce qui concerne notre futur et tout, non, contre ses ennemis jurés, qui sont des petites divinités, qui sont partout, comme les monades. C'est ça. Le rapport avec le leçon d'aujourd'hui, c'est ça. Ils sont d'un nombre illimité, ils sont singuliers, ils ne sont pas tous actifs en même temps, ils peuvent se composer et recomposer, mais il reste ce qu'ils sont, et on se demande de quelle manière nous les refoulons, nous les faisons taire. Parce que cet impératif en bloc de refouler, chasser, est tellement enraciné dans nos mœurs, seule l'image anthropomorphique d'un Dieu, ou au contraire son invisibilité, efface tout le reste de divinité, c'est-à-dire présence pléroman dans ce monde-là. Dieu, on comprend bien un Dieu monolithique qui sera hors pair et qui n'aura pas de place dans le cosmos, soi-disant qu'il crée ce monde. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ça ne concerne pas le Dieu, déité de Dieu, création. Non, Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a créé le monde. On ne peut pas le résumer. S'il s'agit du cosmos, son seul est le meilleur
considérable ouvrage, et ce n'était que ça, alors admirons l'œuvre d'une seule personne, mais pour quelle raison? Il n'y a pas, comme il y a une diversité de monades et diversité de systèmes solaires, galaxies, nébuleux, et changement de rythme de chacun, non pas des lois le plus abstrait, ça on n'en sait rien, pas encore, hein. Mais des mouvements, en fait, formalisation de mouvements et de temporalisation de ces mouvements sont différents. Dans cette diversité, pourquoi une seule directeur. Mais Cosmos n'est pas notre tâche. On parle simplement d'abord petit Cosmos qui est notre Terre, nos rapports avec les autres, notre rapport au Logos, au palais, même dans le Logos, dans le palais, on a dû refouler la pléroma. Pour l'instant, j'explique tout ça. Pour ne pas tomber dans l'obscurantisme, spiritualisme, j'indique formellement que si nous ne croyons plus à la présence divine, et seulement nous croyons à un point abstrait, devenu abstrait et non anthropomorphique, d'une abstraction qu'on nomme et qu'on diffère vers le futur. Donc, on chasse également Dieu, alors dédivinisation du monde va pair avec chasse au Dieu et chasse aux divinités en même temps. Si les divins ne partagent pas, sans faire des querelles entre eux, alors pour nous, ils sont comme nuls et non avenus. Ce qui se passe analogiquement avec notre Dieu, qu'on soupçonne qu'il soit bon ou mauvais Dieu, et avant la clarification ou explicitation de soi-même, donc Auseinandersetzung, nécessaire et même exigé de la part de l'humanité qui reste comme une portion, justement monade et sa portion de vérité, ou il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire la vérité, on peut dire réalité, diurne, nocturne ou clair-obscur. Voilà la lumière, un jeu de lumière qui nous plaît, autant que nous serions attirés comme le petit insecte aux ailes fragiles de la nuit. Comme ça, ici, il y a un grand pan d'une grande kiosque peint en blanc d'un manoir ottoman complètement vidé. Je ne dis pas encore désuet parce qu'ils sont vidés pour investir autrement. L'endroit est éphémère, c'est-à-dire demain ou après-demain, je ne pourrai pas avoir l'occasion de discourir dans ce beau jardin en regardant à ce jeu de reflets qui m'inspire parce qu'il y a des branches, les ombrages, des branchements des arbres très compliqués, des dessins sur le plan, un air très suspendu avec une pluie légère qui ne dérange pas. En plus, je suis sous une protection encore plus historique et joliment construite par un architecte, comment on dit, ici aussi on dit
kiosque aussi, pour le jardin d'hiver, mais sans fenêtre, sans rien du tout, mais complètement protégé contre la pluie, et avec une large table, et il y avait des bancs larges et qu'ils ont enlevés, mais il y a encore de quoi, tout en bois et très doux à toucher, et sans peinture naturelle, etc. Tout va bien. Tout va bien. Jeu de lumière, l'atmosphère, et comme s'il y avait un roman conçu pour moi, et je le conçois. Donc c'est ma portion divine, impartie pour moi, repartie, distribuée, aveugle ou voulu. Ça m'intéresse pas. Pour l'instant, c'est valable, toutes ces questions, pour les petites divinités grecques. Aussi, ce qu'on appelle le sort, moment propice, kairos, touquet, et l'automaton. Toutes ces problématiques, c'est nous, ici. Le problème, c'est que la lumière, d'où vient la lumière? Comme une question de chien, dans la recherche de chiens, de Kafka, d'où vient? Où est la source? Comme il s'agit du soir, on peut constater avec l'appel à la prière du soir. Alors, la lumière est allumée, donc d'une source d'électricité. Soudainement, l'heure est arrivée d'allumer les lumières automatiquement, donc tout est programmé. Il n'y a pas de volonté, il y a une programmation scénique. Nous sommes devant une scène, une situation scénique. Sénile ou pas, insan. Je crois en anglais, n'est-ce pas? C'est fou, c'est insan, insan. Ce mot en turc ou en arabe, c'est un mot arabe, insan, ins, ça veut dire l'homme. Et même l'humanité, c'est-à-dire l'espèce humaine plutôt, n'est-ce pas? Ins, la racine, ins. Insan, apparemment en anglais, veut dire crazy, oh, extraordinaire, how, insan, oh, crazy, c'est la folie, etc. Donc, il y a un automate qui allume les lumières, très bien, il n'y a pas un spectacle, c'est la nature, donc ondulation de branchement des arbres qui fait le reste, et le reste, c'est à moi. Si je suis récepteur ou impassible devant la scène. J'aurais voulu participer au jeu, être récepteur, mais je suis en toute conscience du moment où la lumière est allumée qui m'a inquiété aussitôt, soudain, parce que j'avais dans un autre niveau plus bas de lumière. C'est trop, mais on s'habitue vite. Mais aussitôt, avec avec mon découverte, constatation de la source de la lumière, un autre doute est arrivé, suis-je observé à ce moment-ci à travers la lumière? Dieu n'a pas besoin de lumière pour nous observer, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Il devrait y avoir une autre présence plus malicieuse, insane, une autre crazy. Même Dieu imite parfois, n'est-ce pas, sa folie anthropomorphique, morphocérien, anthropocentrique, donc rempli de mauvais affects. S'il y a quelqu'un rempli de mauvais affects, non pas à son insu, mais indépendamment de sa volonté, c'est-à-dire il accomplit une tâche. Donc il est fonctionnaire de nuit, veilleur de nuit, mandataire pour contrôler l'endroit. D'ailleurs, la lumière ne vient pas de ce terrain-ci, mais du terrain à côté, et qui est un établissement scolaire, je crois, mais la lumière n'éclaire pas
cet établissement, mais ses alentours, donc directement ce petit palais. Et mon dos, le pan entier de mon dos est visible par le caméra supposé. Voilà la situation exacte dans laquelle je me trouve. Suis-je inquiété? D'abord un peu, mais en parlant, suis-je inquiété? Non, parce que j'ai explicité la situation avec une description quasiment phénoménologique. On peut aller encore plus loin dans cette direction dans la phénoménologie, mais pour que la phénoménologie comme méthode devienne encore plus raffinée et moins idéaliste, oui, ça veut dire qu'on peut se poser toujours, n'est-ce pas, question d'illusion concernant erreur et illusion concernant l'imagination, c'est un problème très connu que la phénoménologie doit traverser effectivement, mais il ne s'agit pas d'une illusion épistémologique, mais un suspect, une suspicion, un doute politique. Voilà la phénoménologie ne nage plus, pas encore dans ces eaux-là. C'est ça le problème. Et la phénoménologie ne partage pas toutes nos inquiétudes, donc il reste une méthode en piétinement encore. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, on piétine. Nous aussi on piétine. La phénoménologie peut-être reste arrière. Nous trop avancés dans nos quêtes. Vice-versa. Il y a une inadéquation à remédier. Voilà notre factualité phénoménologique qui est aussi notre ontologie du moment. Alors, en faisant 2 ou 3 pas pour se rapprocher d'un travail botanique hivernal, pour modeler les branchements d'arbres avec une, disons, gestalt qui ne se résume qu'à 2 barreaux en bois joints fixés sur lesquels certains points choisis des branchements fixés. Et ça devrait être une sorte, non pas figé, voilà, une lappe de fruits, une sorte de date de mois de juin. Je crois que le nom n'existe pas en français, ça n'existe pas, ce fruit. En France, j'ai fait quelques pas alors dans le pénombre et sous mes semelles, j'ai entendu des craquements et il réitérait parce que je ne vois pas clair le sol. J'ai conclu que j'écrasais mes escargots, ces vers de terre développés avec maison. C'est mon expression. Escargot avec maison, escargot sans maison. Parce que je n'ai pas trouvé le mot vers de terre l'autre soir, donc j'appelais provisoirement les vers de terre les escargots sans maison, donc SDF. Bon, cet joli animal donc que j'embellis avec les adjectifs privatifs, voilà, je l'écrase dans une insouciance. Mais après coup, j'en prends conscience. Voilà, une analogie continue comme ça. Si Dieu était dans la même situation, faisant une sorte d'empathie avec Dieu, n'est-ce pas? Un instant, pas trop. S'il ne savait pas justement qu'il nous faisait du mal en voulant notre bien,
tout en nous embellissant, choisissant comme ins, une créature choisie qu'il ordonne à ses anges qu'ils se plient devant lui, selon la tradition islamique. Seul Azraïl, je crois, n'obéit pas à cet ordre, ou quelqu'un, l'autre ange, et qu'il est chassé de l'angéologie céleste, etc. Il y a une anecdote ainsi. Voilà, bien que nous soyons soi-disant privilégiés ou aimés, surveillés pour notre bien, apparemment, et nous sommes subis à des malheurs involontaires de Dieu, sive natura. Oui, moi, c'est pas moi, psychologique ni transcendantal, qui tue à droite et gauche les escargots en marchant, mais c'est la nature qui marche en moi, comme disait Gertrude Stein, n'est-ce pas? C'est complètement autre chose, la nature. Humaine peut pleurer, sans pleurer, c'est un processus physico-chimique, les larmes, manifestement très affection, mais ça n'a presque rien à voir, selon Stein, avec l'esprit humain qui est incapable de pleurer et seulement penser toutes ces lignes virtuelles d'idéalité qui attachent les parties segmentaires ou les monades différents pour en faire une unité compréhensible et durable. Et l'esprit humain ne croit même pas à sa propre mortalité, selon Stein. Il meurt simplement comme une bête. Heidegger dirait pour les bêtes, qu'est-ce qu'il disait? Ils périssent. Voilà. L'esprit humain, malgré lui, il périt. Il se croit impérissable, partiellement vrai, impérissable. Les produits, en tout cas, les produits sont périssables, mais son travail c'est impérissable, c'est à discuter, très délicate question. Mais l'immortalité de l'âme, c'est hors question. Il se croit immortel, oui, c'est ça. Il joue, il se défie pour l'immortalité, c'est tout. C'est un challenge. Il est écrasé, comme un escargot, avec maison en plus. Domus escargus. Amen. Il y a quelques instants, un mot, au moins un mot français d'origine latin était clair pour moi, n'est-ce pas, grâce aux travaux de René Girard et mon petit message, un concept considérable de Gaston Bachelard, n'est-ce pas, rupture épistémologique, ou bien obstacle épistémologique. Le mot obstacle, finalement, obstacle, à mon avis, c'est à vérifier encore, a quelques affinités avec scandalon, scandé, eschaton, même scat, eschatologique, scandale, obstacle, oui, je crois. Il faut vérifier encore. Il ne faut pas se fier seulement à la sonorité phonétique. Voilà. C'est un obstacle, c'est banni. Il faut laisser être les êtres. Laisser librement être. Et voir là où il va, les branchements. Et si c'est bouché de la dialectique,
avec les obstacles, avec les scandales artificiels ou momentanément physiques, n'est-ce pas? Il y a des impossibilités conjoncturelles. Voilà un très 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 bon chemin pour penser le nomadisme en philosophie. Enfin, il y a plusieurs choses qui s'encroisent. D'abord, hier ou avant-hier, mon analyse d'ustensile, en parallèle avec les mots, pourquoi pas, les mots éphémères, argot, qui est très lié à des contextes et des modes de vie. Oui, hier, c'était le tournage de l'humanité, mode d'emploi. On a un peu frayé un certain horizon. On était, je me souviens, l'acte sexuel conjugal, etc. On était entre essentiel et accidentel apparemment. Donc il s'agissait déjà d'une analyse de double articulation. On était sans s'apercevoir dans le sol linguistique et sous l'influence, et bien sûr, de tout non-linguistique qui se fait jour, mais on ne veut pas qu'il envahisse toute la scène et tout devient texte, bien qu'il soit vrai dans son fond. Dans nos analyses, on peut faire de sorte que le monde entier, tout ce qui s'y déroule, fonctionne comme un texte, parce que nous pouvons plus ou moins contrôler un fonctionnement textuel. Il s'agit d'un tout un réseau herméneutique, et la science de sémantique, sémiotique, est dans une sorte de finitude et dans les limites de la compréhension et dans les limites de la catégorie, soit aristotélicienne, soit kantien, et dans les limites de nos limites de sensibilité et notre capacité d'interpréter notre sensibilité, ne pas avoir peur ni foi, etc. Et donc, sensibilité, même sensibilité elle-même n'est pas tout à fait physique. En fait, il y a partout des interprétations. C'est pour ça une herméneutique toujours en cours. Voilà. Et même une ménager, en choisissant entre deux casseroles dans le marché, elle se fait une herméneute. Voilà. Une lettre de noblesse pour le ménager, mais n'importe quel kidam en choisissant entre deux voitures et tout. Mais c'est pas mon domaine, je déteste le design et le marché, mais l'étalage et les collections des séries d'objets, comme Abby Warburg, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'art, ça m'intéresse. Donc, je chercherai un certain cheminement labyrinthique qui liserait les signes des objets entre eux et notre capacité de lier les signes, le punctum, pictum, le timbre, même encore plus les moindres choses, les détails, les petites portions, voilà. Qui aura nous faire accéder à l'ensemble. Voilà. Le rêve, c'est ça, Leibnizien un peu. Les petites monades enfermées sur eux, et on croit qu'ils sont morts, mais ce sont des monades. Hein. Quand on réussit de les ouvrir,
ou bien communiquer ou faire communiquer une certaine façon, provoquer une monade, si c'est possible, comment on peut faire les atomes. Oui, on peut même accélérer les atomes, alors on peut provoquer n'importe quelle monade aujourd'hui. Mais le pire, c'est on oublie beaucoup de nomades. Nomades et monades, messieurs, dames. Elle est également très intéressante. On oublie beaucoup de nomades parce que les monades se nomadisent et ils se retirent. C'est encore pire que le retrait des dieux parce qu'il s'agit de divinités. Quand il n'y a pas un seul dieu en bloc, mais toutes les composantes moléculaires qui sont peut-être des monades, donc on dit anlam birimcik, donc unité sémantique minuscule, une limite. Voilà, ça obéit au principe laplicien, le principe de suffisance, n'est-ce pas? Pour dire qu'un spécialiste de sémantique, pour qu'il puisse appeler quelque chose comme morphème, comme sémène, comme n'importe quoi, quand avec cette suffixe M, ça devient une figure de principe d'insuffisance à partir de laquelle on parle de cette chose. On peut parler de ce qu'on parle. Voilà, c'est très formel. Un principe de suffisance, c'est très formel. La moindre raison afin qu'on puisse parler d'une chose, la moindre protocole, moindre signe, moindre association, moindre évocation, moindre signal. Voilà. Il faut penser les monades un peu comme ça peut-être. Les scientifiques peut-être ne préfèrent pas, parce que les monades à la fois intègrent un indépendant et à la fois, comme il s'agit finalement de l'ensemble du cosmos qui leur est reparti différemment, chaque monade est unique. Mais il y en a combien? C'est infini. C'est-à-dire incalculable, c'est pas la peine de calculer. Il y en a beaucoup. Mais le problème, on ne s'occupe pas avec eux. Et ce qui est important, c'est est-ce qu'eux, ils s'occupent de nous? Voilà, inquiétant. Alors là, dans notre corps, dans nos veines, dans nos cerveaux, ou dans l'appareil psychique, dans les oreilles, dans notre gosier, dans notre langue, qu'est-ce qu'ils jouent, les petites mesquins angéliques, les choses angéliques. Allez, voilà, le monde se remplit d'un animal de nouveau avec Leibniz. Alors on devient sud-américain, une femme qui n'est pas très belle, mais très charnue, sûrement métisse, sûrement brésilien, n'est-ce pas? Enfin, un Tahitien. Enfin, on devient quelqu'un d'autre. On ne peut pas rester blanc avec les... Ah, oh là là. Je crois que j'ai fait un éloge qu'on puisse faire, le plus grand éloge qu'on puisse faire à un philosophe. Voilà, c'est enivrant. Très bien. Bon commencement. Mais le chant que j'ouvre là, avec mes antécédents, avec tout ce qui reste dans les têtes, non pas seulement dans les têtes, j'ai sous mes mains et sous mes demi-yeux, et j'ai des annotations de toute cette littérature que j'ai un peu paradé dans les années... Enfin, moi, j'ai fait ça au début des années
80, mais tout ça c'est écrit depuis les années 60. Double articulation. Alors, différentes théories qui se disputent. Bien sûr, philosophiquement, il n'y a que deux très importants, n'est-ce pas? Intellectualisme et empirisme, bien sûr. Et quels sont qui sera dominant dans l'explication d'un raisonnement, enfin, la ratio, sur pourquoi les mots et la manière de dire, s'exprimer ne restent pas stables. Et dans un siècle, en Allemagne, on a constaté apparemment, par je crois Tierce, que le mot Weisheit en Allemagne, qui englobait à la fois Litz, à la fois Wissen, Kunst, et Liszt plutôt, enfin, je corrige. Dans les années donc 12e siècle, Kunst et Liszt étaient placés sous le deux sens de Kunst, c'est-à-dire l'artisanat et l'art, grand art, et Liszt, qui est plutôt réservé aux peuplades, étaient réunis sous la conception de Weisheit. Voilà. Mais Weisheit est décomposé apparemment, parce que Kunst s'adressait aux nobles, Liszt s'adressait au peuple, et Weisheit, dans l'esprit du Moyen-Âge, sous l'influence du catholicisme, sans unir les deux couches sociales et deux significations, deux occupations, deux activités, deux effectuations, deux manières de faire finalement. Weisheit ne les réunissent plus sous le même concept, sous le même champ sémantique. Le mot reste, mais les autres mots, Kunst et Wissen aussi restent. Apparemment, Liszt change de place, ce qui est le plus vil, le plus bas étage de la société, exclu apparemment de cette contiguïté de sens. Oui, c'est juste. Et Weisheit, autre chose, devenu autre chose. Kunst, c'est devenu le contenu de l'art est changé. Wissen, je crois, sagesse ou savoir, aussi a changé de structure. Voilà. Une grande hypothèse très hardie, mais qui intéresserait à la fois moi tous les philosophes qui sont réalistes, c'est-à-dire à la fois ils sont attentifs au changement de mind, l'esprit, donc Zeitgeist, l'esprit du temps, dans si peu de temps, parce que au XIIIe siècle, toute cette ségrégation était apparemment réalisée. Si c'est vrai, ça peut être vrai pour tas de choses, pour les autres choses. Weisheit, d'abord, signifiait en latin sapienza, sapienta, il y a sapienta Dei, intelligence divine, et il peut y avoir une sapienta personalis, une intelligence humainement individuelle. D'abord, ça correspondait à sapienta, Weisheit, mais dans 100 ans,
temps en temps, cette intelligence humaine ne, 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 ne prend pas dans son concept Kunst et Wissen. Donc, il y a une différenciation. C'est pas toujours très très bon. Parfois, contiguïté et une certaine amalgame ou une certaine ensemble fait des contiguïtés et des équivocités dont des conséquences, comme par exemple dans la poésie, est beaucoup plus riche. Alors, avec le temps, donc, avec le passage du Moyen-Âge vers la Renaissance, on perd quoi? Surtout dans les concepts spirituels. Bon, je suis en train de traduire, qui n'est pas très commode. Je me contente de citer le mot allemand. Théorie appartient à un certain Trier, qui est connu comme nationaliste allemand, qui a écrit une sorte de trésor de mots en allemand en 1931. Et dans le livre que j'ai lu, il est un peu classé comme intellectualiste, donc dédictionniste, généraliste et tout. Il faut être attentif à ce que dit ce monsieur parce que il y en a beaucoup d'exemples. Érosion des concepts, changement de nom, imperceptiblement, oui, et ça se crie jamais. Mais les gens qui distinguent plus tard entre la classe et les occupations effectivité, eux, ils commencent à crier, même juger, c'est-à-dire porter un jugement, faire des législations, par exemple, comme Kant, n'est-ce pas? Eh oui, intelligentsia, personnalise intelligentsia divine, c'est son problème à résoudre. Ben oui. Et en plus, il y a avantage de cette analyse, on ne reste pas seulement dans les mots, mais dans des zones d'occupation, n'est-ce pas? Kunst, artisanat, sagesse. Qu'est-ce qu'ils font les sages comme exercice? On sait, les artisans, il faut qu'ils travaillent tout le temps, mais ils ne font pas une production sérielle. Ben, les sages non plus. Richheit, c'est quoi? Wissen, ça vient de Wissen, mais à un sens beaucoup différent. Le texte n'explique pas, mais je vais le travailler plus tard. Alors, je lis. Il y a une modification. Liste, qui signifiait maîtrise dans l'artisanat. Donc, au lieu de liste, on commence à utiliser Wissen, c'est-à-dire il a la tête de pouvoir faire ça, une certaine habilité, c'est pas vite, pas encore, mais une certaine vision, habilité. Donc, on peut peut-être essayer de faire cette distinction. Dans le liste, il s'agit d'une apprentie qui est autodidacte ou qui se perfectionne avec pratique, mais Wissen, c'est déjà appartient à la personne comme habilité, capacité, don de Dieu. Voilà. Maintenant, ça devient plus clair. Peut-être.
Ben oui, toutes les partis pris philosophiques a des répercussions sur la distinction d'un mot qui s'opère un peu artificiellement, mais une fois opération accomplie, les différents mots deviennent des concepts presque opposés. C'est ça le destin de notre intellectualisme en effectivité. C'est pas uniquement dans une spéculation écrite ou parlée, c'est dans une pratique sociale que certaines catastrophes ou certaines, disons, prétentions deviennent vraies comme destin, n'est-ce pas? Avec quel droit vous pouvez dire que certains apprennent avec pratique et certains, ils ont déjà un don dont ils sont déjà habiles. Il suffit qu'ils pratiquent un peu, qu'ils ne travaillent pas trop. Mais il y en a qui doivent travailler durement. Ah, voilà. Vous voyez la violence entre la classe. Il n'y a pas une différence de classe, mais avec cette violence qui ne vient pas avec leur, de leur manœuvre, mais de leur statut social ou de leur paternalité ou maternité, c'est-à-dire de leur sang de noblesse ou de soit qu'il soit fils naturel d'un seigneur ou soit qu'il soit vraiment un paysan, voilà, leur capacité ou leur mode commence à timbré, oui, avec le mot d'abord. C'est pas la fin de l'histoire, bien sûr, parce que les gens ils peuvent faire des efforts avec à partir de ce commencement inégal, ils peuvent entrer dans une concurrence beaucoup plus intéressante, mais vraiment, ça me semble maintenant comme une expérience de laboratoire de Pavlov. Oui, comporter envers le bébé humain, le petit apprenti, les jeunes générations, avec ce genre de ségrégation, au fond très platonicien, n'est-ce pas, on trouve ça dans la République, mais si on se trompe, alors la jeunesse aussi sera soit traumatisée, soit vraiment paralysée ou aura pris une blessure qui portera pour toujours, qui va en faire son caractère, ce qu'on appelle son âme. Bonsoir. Alors, devant toutes ces difficultés qui ne sont pas proprement philosophiques au sens classique du terme, mais ce sont de nos problèmes finalement, explication intelligible et durable, quelque chose. Et les messieurs américains professeurs prétendent qu'ils ont déjà eu des réponses, mais Derrida n'a pas pu lire, parce qu'il s'agissait d'une littérature anglo-saxonne. Alors là, est-ce que c'est secret ou c'est initiatique cette littérature? C'est tout au contraire. Alors, que faire avec cette difficulté? Je ne dis pas qu'on espérait faire une science exacte. Eux-mêmes, ils ont accepté qu'il sera une science composée de postulats. Finalement, la philosophie aussi, c'est-à-dire doctrine de catégorie aristotélicienne finalement. Est-ce qu'on peut le démontrer? Non, ce sont des choses qui s'imposent et qu'on n'arrive pas non plus à réfuter, mais changer leur délimitation, comme il s'agit de catégories de Kant plus tard. Moi, je jouerai avec tout ce qui m'a resté comme relique, trace
aujourd'hui comme monade minuscule qui est en mouvement ou en sommeil, n'est-ce pas, en latente. Il peut y avoir des monades actives et latentes, des aigus, et leur forme ne se rassemble pas, n'oublions pas, formellement, numériquement multiples, mais le contenu, c'est tout à fait autre chose. On n'arrive pas peut-être à en faire une science, ni résoudre tous les problèmes une fois pour toutes, qui serait une absurdité totale, mais on en fait de la littérature. Ce qu'on fait avec ces difficultés s'appelle la littérature. C'est une définition plus juste. Il faut expliquer ces difficultés. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a que de solutions momentanées, soit obtenues avec contiguïté, soit avec traversalité, soit avec fuite, soit avec centralisé, etc. On commence au jeu, il s'agit d'un jeu qui n'a un sens que sans règles. Il y a plein de règles, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles. Ça n'a sens que ce jeu en activité, en effectivité dans la performance. Ces critères de performance, en fait, l'art ou rien, c'est un débris. Un épiscopat qui s'épille de capote se dit épiscopate. Voilà une définition. Crime à la raison. Raison. Lieu carcéral. Monade urbaine. La nuit stellaire. Un amour épistolaire qui se termine avec le pistolet. Gicle. Débandade. D'abandon, apodictique, récalcitrant, apocryphe. Je tressaillis de mes visions. Azur, avidité, azimut, belle pisteuse, l'ermitage, surnois, effroi, haleine, baleine, rémissance, concupiscence, hallucination, périphétie, prophétie, nocturne, somnambule, nauséabonde, danse, éternelle ténèbre, polyglotte, Philon d'Alex. Culbute, point culminant, archange, situlation, cumin, cumine, verbe, mitrie, toucher, inquiéteur, lévitique, corrosion, charisme, cumulatif, emprise, zéva, empreinte, charge, logos, clinamen, dérive, Darstellung, Thibaut, foreclosion, trianon, impudicité, cyclone, versatile, fibrile, gicle. Derechef, d'élection, coercition, coercitif, vaticination, apogée, déguet. Nuit, irrémédiablement, nuit, une calomnie de papier qui fait des ravages dans les bibliothèques. Le désir est forcément arbitraire.
heureuse poignée, Burada anket yapalım mı arkadaşlar? perfide, cumulus, cumul, lamentation, lament, Telemac, Telemac, Suriname, Suriname, Noumen, 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 Justif, Jouy, surface d'en face, s'efface, support, synthèse, bonne foi, malbranche, malherbe, malarmé, la passade, culier, curve, malheur, malheur, malherbe, agnostik, jimnastik, bir kitap, münasebet, fenalık, laklos, Nezaret Hanım, nefast, nefret, kudreti irade, iradeyi kudret, Andromakus, Hera, Kiriko. Moi je m'amuse bien, j'espère que vous aussi. A Genèse, A Genos, Agnos, poésie, journée immobile, Roberta Sosa. C'est qu'une note, c'est pas une référence. Le gifle du Girondin. Très bien. Horripilon, horripile, accaparé, accaparante. Quiproquo, erreur qui fait prendre quelque chose pour une autre. Invincible, irrésistible, insurmontable. Un argument invincible, irréfutable. Les sons des ténèbres, éternel terrible, couperin, œuvre des ténèbres, guet-apens, carapace, giclin, cette fois-ci de son. Gueuse. En allemand, Gans. Plus tard, Geuse. Moule fait dans le sable pour recevoir la fronte. Gueuse. En turc, c'est la même sonorité phonétique que l'œil. Avoir un œil dans le sable pour recevoir la fonte. Pas mal. Guéridon. Une table qui a un seul pied. Table tournante. Archer. Archero. Cupido. Dieu et NRF. Gîte, rivière, etc. Pédéraste, complicité, édition, confession, biographie, publication posthume censurée par Isabelle Rivière, sa femme, etc. Tiens, mise à nu. Carnivore, qui se nourrit de chair, pisse vinaigre, avare, endurci. Ben c'était mieux, belle pisseuse, mais pisse vinaigre, c'est... Dis donc, personne grincheuse, grincheux, grognon, revêche, d'humeur désagréable. Ça, tout le monde comprend. Turpitude, ignominie, résultant d'actions honteuses. Je suis dans la turpitude. Ces actions elles-mêmes, turpitude. Propos honteux, turpitude. Turquerie. Une représentation des ceintures en peinture ou en littérature. Tout ce qui n'est pas de turquoise, c'est turquerie. Éclaboussure, boue liquide qui a rejailli,
éclabousser les autres de son luxe, afficher ses richesses avec ostentation et insolence, fantasque, demeure inégale, capricieux, bizarre qui échappe à la raison ou à la règle. Il est trop fantasque pour moi. Rutile, brille avec l'éclat d'or. Rutilant, qui brille d'un vif éclat. Filature, filet sur quelque chose. Effaré, troublé vivement, effarouché, faire en effrayant, farouche, sauvage, rude et fier et intransigeant, timide, vacarme, tumulte, grand bruit. C'est pour les étudiants américains très bien. C'est comme un roman de Alain Rabe grillé. On apprend tout français. Vétéran, soldat dépassé un certain âge limite. Ligoté, attaché solidement, pivoté comme guéridon, tourné sur un pivot. Ah, c'est très utile. Saupoudrage, parsemé, c'est dans les cuisines. Truculent, violent, brutal, langue truculente. Mon image réaliste, trop réaliste, truculente. Canard, d'où charogne, ça vient de, en latin, carnivore, chair, viande, chair corrompue. Rapace, charogne. Rapace ardent à la proie. Rapacité, convoitise, quel sens spirituel qui concerne le couple conjugal. Cupidité, rapacité, cupidité, tiens. Serge, des rapaces, des griffes de rapaces. Serge, Michel Serge. Vénineuse, poisonneux. Venin. Cupidité, désir immodéré des richesses. Je vivais dans une cupidité à l'époque. Je n'étais pas une rapace. La souveraineté de la captivité. Tiens. Il s'agit d'un tableau en peinture. Des années 92. Ça, je connais. Honni soit qui mal y pense, c'est l'hôte de Jarretière en Angleterre, honte à qui il voit du mal. Honni soit. Ah oui, l'autre jour, je me souviens de cette analyse de René Girard concernant scandale biblique. Alors, citation dans la Bible, c'est malheur à celui par qui le scandale arrive. Honni soit, malheur par qui le scandale arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que scandalon veut dire un peu de ségrégation et même peut-être discrimination. Oui, malheur, honni soit ceux qui voient avec un œil péjoratif, qui dit des mots péjoratifs, qui fait, je vais trouver exact verbe, celui qui
au lieu d'argot cancan, celui qui fait, qu'est-ce que c'est? Alors, celle ou celle qui dit mal contre les autres. Oui, c'est le pire des choses. Pire que cupidité ou rapacité, un excès de désir immodéré, c'est autre chose, mais celui qui en fait le scandale, alors, il est carnivore, lui ou elle. C'est lui qui, avec quiproquo, avec une leçon de ténèbres, celle ou ceux qui font leur œuvre de ténèbres éternelles, ténèbres éternelles. Ah oui. Ça, malheur, honni soit. Il n'y a pas de mal à porter des jarretières, de l'ordre des jarretières, et porter une devise honni soit qui mal y pense, y voit, y dire. Mais très riche, très libéral, très bien. Quel joli ordre. Alors, Alban Berg, compositeur français, a écrit une musique dédiée à une femme et qui cache jalousement la clé de son clitoris. D'où vient la clé du clitoris de Alban Berg? Il n'y a pas de scandale. C'est un dispositif appareillage qui marche avec clé. On peut cacher jalousement. Mais c'est une manière ostensible de montrer jalousie, non? Vous avez des humeurs horrides, c'est-à-dire hémorroïdes. Humeur horride, hémorroïde. Cite-t-elle comme constellation, quintessence des choses, essentielle d'une chose, catemini incognito, quémandeur, celui qui demandeur d'asile, catamaran. Oui, c'est très très intéressant. C'est comme alchimie, hein? The Alchemical Text Rosarium Philosophorum 1550. Printed in Artis Orifera Bibliotheca Alchima Curiosa. Ou bien, il faut lire Carl Gustav Jung, Psychologie et Alchimie. Voilà. On va clore notre séance. Vraiment un exercice sans règle autre règle que continuité et de acuité de l'esprit, et je dirais une certaine Wichheit. C'est pas une Wissenschaft, mais il s'agit d'une Wichheit, et même Witz. Quand on fait dans une situation dans un clin d'œil orgamblique, ça, il s'agit de Witz. C'est-à-dire, pour une fois, ça fonctionne pour une fois, mais on peut citer, on peut s'instruire d'un Witz. Ben, c'est un peu privé, mais je n'ai plus de distinction entre privé et public. Tout à l'heure, avec l'espoir de trouver un endroit plus tranquille, j'ai pris un bus qui allait très rapide. Bon, j'ai remarqué qu'à l'intérieur, je faisais... enfin, mon corps, bien mon âme, je sais pas, ça fonctionnait comme si j'étais en train de, sans savoir bien sûr, à mon insu, dans un processus de prière, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'islam, salade, parce que c'était scandé mon soliloque intérieur qui était presque
proche au vide, scander, justement parce qu'il faut scander. C'est-à-dire, c'est Allahu Hamidan, Allahu Ekber, et les attentes, les durées, comme c'était une acquis, comme si j'avais depuis toujours pratiqué, que j'étais paralysé, je ne pouvais pas faire ce mouvement, ni prononcer ces mots, mais mon corps travaillait selon sa logique machinale, dont je ne sais rien, et j'ai remarqué par les scandements, et qui passait par le changement de respiration, tout simplement, changement de respiration. On est encore dans le thorax alors. Et je prononçais ça, là, j'ai remarqué ainsi d'ailleurs que je prononçais certains mots que je connais par rythme, donc par syllabe, sans comprendre toujours, comme la majorité des non-arabes d'ailleurs, s'ils n'étudient pas, sans comprendre, scander là où il faut, donc les syllabes, etc. Donc très en règle. Voilà, bizarre, une imitation, mimétisme. Bon, je crois que c'est pas une bonne explication, mais Yann parle de... Non, mimétisme, c'est pas une bonne explication. Il faut trouver quelque chose d'autre. Donc, se nager, être dans l'élément même de rythme, donc se baigner, voilà, c'est tout à fait autre chose qu'une simple mimétisme, une imitation extérieure, une représentation. Rien à voir. Tout au contraire. Même si j'avais essayé de le pratiquer comme il faut, ça pourrait passer par le mimétisme extérieur, donc représentation. Là, c'était machinal, donc ça fonctionnait comme j'étais dans l'élément. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'élément? Donc se baigner, etc. Là, et ce sont des analogies qui fonctionnent. Attendez que je trouve une grande